Mesdames et messieurs, bonjour. Merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures sur votre télé RTD. Voici les titres de ce journal. Fin de formation au profit de la police somalienne. Et sur la scène internationale du sport, la Ligue des Champions, élimination historique du Barça. Mesdames et messieurs, merci encore de nous recevoir chez vous cette édition. Le journal au complet à présent. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de l'Inde à Djibouti, M. Ramachandran Chandramouli, à la primature. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage les relations qui existent déjà entre la République de Djibouti et l'Inde. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité la bienvenue au diplomate et lui a donné tout son soutien pour mener à bien sa mission à Djibouti. M. Abdelkader Kamel a tenu à remercier en outre les entreprises privées indiennes qui apportent leur appui au centre de leadership de Djibouti. L'ambassadeur a tenu à présenter au Premier ministre les différents projets en cours actuellement dans la remise des prothèses bientôt à l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Ces prothèses qui seront légères, durables et gratuites vont sans nul doute changer le quotidien aux personnes à besoins spéciaux. Sur l'actualité nationale, toujours comme mentionné dans les titres, au terme de 3 mois de formation intensive, les policiers somaliens ont reçu leur attestation aujourd'hui à l'académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad. Il s'agit de la 15e promotion de policiers somaliens à bénéficier d'une formation au sein de la PIFA. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, a présidé ce matin cette cérémonie de clôture de formation des jeunes recrues de la police somalienne. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, du général de la police somalienne Abdi Hassan Mohamed et du commandant des carabiniers italiens. La journée a débuté de l'intonation des hymnes nationaux des 3 pays, à savoir la Somalie, l'Italie et Djibouti. La cérémonie a suivi avec la revue des troupes pour le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, accompagné par le directeur de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, et du général de la police somalienne et du commandant des carabiniers italiens. À l'issue, le ministre de l'Intérieur a effectué la revue des troupes composées de la fanfare, les contingents somaliens, police technique et scientifique PTS de Djibouti, équipe de filature de SDAT, les RAID, la brigade canine, officiers d'accueil et bouclage de sécurité, officiers supérieurs formés par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens durant 3 mois. Les policiers somaliens ont désormais la lourde tâche de veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité. La cérémonie de clôture de ce stage avait la participation du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, le directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khaire, du chef d'état-major général des armées, général Zakaria Sheikh Ibrahim Bor, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, du général de la police somalienne, le colonel de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogore, le colonel de la marine nationale, M. Ahmed Daher Jama, des représentants des corps diplomatiques et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.
Durant les 3 mois écoulés, les policiers somaliens ont été formés en la matière par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens. Sous la houlette de leurs formateurs, les apprenants somaliens ont intégré les techniques de protection d'importantes personnalités, de maintien de la sécurité, de contrôle des mouvements de foule lors des manifestations et d'investigation sur les scènes des crimes. Écoutons à présent l'intervention du directeur de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Toujours un plaisir et une fierté de prendre part à cette cérémonie qui marque la clôture de la 15e promotion, pour la 15e promotion d'une formation de 12 semaines, offerte à des jeunes policiers de la police de la République du Somalie. J'aimerais en quelques mots dire que durant toute la période que vous avez séjourné parmi nous, nous vous avons offert non seulement une formation théorique, mais également tenté ou essayé de vous offrir la possibilité de voir quels sont nos rôles, quel rôle jouons-nous au sein de notre société, quels sont nos devoirs, comment une société en paix, elle vit, comment les agents comme vous, les policiers, garantissent la sécurité de leurs concitoyens jusqu'à sans armes. Nous avons fait cela pour vous offrir la possibilité de voir, de prendre conscience de la valeur de la paix. Comment une société vit en paix. Vous constituez un des piliers essentiels pour garantir cette paix. S'il n'y a pas d'engagement physique, mental, et une volonté de faire en offrant toute notre énergie, notre intelligence à l'épreuve de cette paix, on n'arrive pas à la garantir. J'espère que vous serez à la hauteur et vous souhaite bon retour et beaucoup de réussite dans vos missions. C'était le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Après les discours des officiels, les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé à des exercices de démonstration de leur acquis. L'exercice vise à stimuler un emploi complexe dans une zone de crise et à démontrer la pleine capacité des policiers derwiches formés par la Miadite Somalie dans les domaines de l'escorte, de l'ordre public et des opérations tactiques. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'APIFA leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux.
Ensuite, des certificats de mérite ont été remis aux 5 premiers de la formation des jeunes recrues de la police somalienne par les officiels présents. Durant 12 semaines, 114 policiers ont été à l'académie de police Idriss Farah Abane par des officiers djiboutiens et somaliens. A noter que la mission d'entraînement italienne Miadit Somali 15 a débuté au mois d'octobre et duré de 12 semaines. Elle a été menée à Djibouti par le personnel de l'armée de carabiniers avec le soutien logistique de la base militaire italienne en collaboration avec les éléments de la police nationale. La cérémonie de fin de formation de la 15e Miadit s'est clôturée par la remise des cadeaux. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer, en collaboration avec la Banque centrale, a organisé un atelier sur l'inclusion économique et la résilience des populations rurales à l'hôtel Kempinski, sous un thème vers une vision partagée et des investissements coordonnés. Cet atelier a été présidé par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, qui a vu la participation du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, le président de la Chambre du commerce ainsi que les hauts cadres ministériels. Une nouvelle approche vers un développement rural plus inclusif et attentif aux questions de résilience et d'intégration économique s'articule autour des axes principaux. Soutenir l'inclusion économique et financière des producteurs ruraux en passant par un effort important de formation de capital social et d'organisation à la base. Soutenir la mise en place d'infrastructures structurantes et connectives et dans un contexte territorial mieux aligné avec des zones à potentiel de croissance et disponibilité de services au public. Pour beaucoup de ruraux, et je dirais même que ça fait partie de l'ADN quelque part de la riche culture djiboutienne. Alors l'agriculture, c'est vrai que c'est un secteur qui est plutôt mineur dans l'économie, mais qui reste très important pour les moyens de subsistance du monde rural. C'est sans doute un pourvoyeur d'emplois pour beaucoup de gens en milieu rural, et sans doute pour les jeunes en particulier, qui représentent quand même près de 60% de la population djiboutienne. C'est un secteur qui peut sans doute mieux contribuer à la sécurité alimentaire du pays, et il y a sans doute des opportunités de marché aussi qu'il faudrait mieux saisir. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, le développement rural. On a eu un engagement maintenant de relativement longue date à Djibouti. On a financé le Prodermo. On a contribué au développement rural avec d'autres PTF. Et on souhaite poursuivre ce soutien au développement rural, mais on souhaite aussi voir comment aller de l'avant, comment dépasser ce que l'on a fait jusqu'à présent, de répondre vraiment aux besoins de base des producteurs ruraux, et de voir comment on pourrait contribuer de façon plus intense à l'inclusion économique des populations rurales. Le président du Chambre du commerce a rappelé que l'implication du secteur privé est souvent citée dans le texte comme un passage obligé et une formule porteuse d'une meilleure intégration et croissance économique. Écoutons le président. Vu les difficultés et les problématiques qui ont été causées par le Covid-19, le secteur privé qui intervient dans ce secteur depuis longtemps ont eu des handicaps, même des difficultés pour importer à une période donnée des produits de première nécessité comme le légume et le fruit importés de l'Éthiopie et d'ailleurs. Nous avons donc réfléchi et discuté entre opérateurs du secteur privé pour que nous puissions avoir un consensus de réflexion pour un investissement commun du secteur privé. Et je pense qu'aujourd'hui, cet atelier est l'empreinte même de la réflexion, que je remercie au passage la Banque mondiale pour sa réflexion et le ministère concerné qui ont travaillé sur ces documents, et que nous souhaitions intervenir avec beaucoup d'énergie. Si auparavant le secteur privé délaissait ce secteur,
je peux vous garantir qu'au moins une cinquantaine de chefs d'entreprise sont disposés à investir dans ce secteur avec le gouvernement, avec les bailleurs, pour que nous ayons des programmes bien déterminés. Quant au ministre délégué chargé de la décentralisation, a indiqué que son département œuvre sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de la population en zone rurale. La question du développement rural a toujours été une priorité pour mon département, qui œuvre pour la décentralisation, la déconcentration, le développement des régions, conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Le ministère de la décentralisation contribue avec les partenaires techniques et financiers, en collaboration avec les conseils régionaux, à l'inclusion et à l'amélioration de la connectivité des populations rurales. Mesdames et messieurs, il va sans dire que le développement rural est un objectif majeur de la décentralisation et nous sommes mobilisés, déterminés à répondre présent. Et toutes les bonnes initiatives qui iront dans ce sens-là seront les bienvenues. Mon département œuvre sans relâche pour promouvoir le développement intégré des zones rurales en cherchant à exploiter de manière optimale les ressources locales disponibles pour le bien-être des communautés rurales et des retombées économiques en connectant les producteurs locaux au marché urbain. Toujours dans l'objectif de développer les régions, mon département a créé des cadres de concertation locaux dans les chefs-lieux des régions ainsi que dans les localités rurales les plus reculées du pays. Ces cadres de concertation sont représentatifs de tous les acteurs locaux et encouragent une démarche participative dans les prises de décision. C'est un instrument important pour promouvoir la démocratie locale en milieu rural. On continue avec les interventions. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a mentionné dans son allocution qu'une amélioration de cadre institutionnel et réglementaire favorise la compétitivité économique et l'incitation envers la participation du secteur privé. Alors, le moment est venu de réfléchir ensemble. La réflexion, elle a toujours existé, mais d'agir plutôt ensemble. D'agir ensemble et de réfléchir autrement, comme les anglo-saxons appellent « out of the box ». De nous fixer quelques objectifs, et je suis sûr que nous sommes capables de cela. De dire, dans 2 ans, dans 3 ans, 20% de notre assiette doit être djiboutienne. Le contenu de notre assiette doit être à concurrence de 20% indépendants. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pessimiste? Ça, c'est à différents participants que vous êtes. Vous allez nous aider à apporter cette réflexion. Moi, je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus optimistes et je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour parvenir à ce type d'objectifs? Il y a un écosystème à construire, on est conscient des difficultés ou bien de notre façon de faire qui est extrêmement cloisonnée. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de plus de coordination. L'affaire de l'agro-pastoralisme, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Agriculture. Elle n'est pas du tout une exclusivité du ministère de l'Agriculture, encore moins d'un ministère de la décentralisation, et encore moins d'autres acteurs qui interviennent dans ce sens. Si ensemble, avec le ministère de l'Agriculture qui reste cependant sur la question du développement de l'agriculture, n'est pas accompagné, n'est pas soutenu par une démarche du secteur privé, on ne peut pas réussir. La même chose sur la question de la ruralité, on a besoin de voir plus d'implication, non seulement le ministère de la décentralisation, qui est également qui jouit de la paternité institutionnelle de la question,
mais qui reste cependant qu'une seule institution et par voie de conséquence, à lui tout seul, incapable de résoudre cette. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a insisté sur l'implication du secteur privé pour promouvoir l'inclusion économique et la résilience des populations rurales. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle est la réalisation d'un souhait formulé par le ministre des Finances et de l'économie il y a un an. Parce qu'aujourd'hui, c'est une occasion de comprendre. Pourquoi je dis ça? Le monsieur qui est devant moi, il a dit « J'aime l'agriculture, je vais me lancer et je vais faire de l'hydroponie ». C'est impossible. Tu vas te casser la figure. Je le dis. Il faut un capital financier d'abord et un capital humain avec 16 ans d'expérience. Si vous êtes entrepreneur, achetez le capital humain des techniciens bien formés avec 10 ans d'expérience qui ont fait leurs preuves. Il faut un capital financier auprès des banques pour acheter. Pour faire 2 hectares, il faut 23 millions de francs Djibouti. Il y a les gens de Dora qui souffraient de soif. On luttait contre la soif. On ne s'occupait pas de la culture hydroponique, il y avait la soif. Alhamdulillah, aujourd'hui, la République de Djibouti est affranchie de la soif. Alhamdulillah. Lorsque je vois les pays à côté, il y a sécheresse, nous sommes vaccinés de la sécheresse. Alhamdulillah. La pauvreté, beaucoup de projets ont été faits au niveau de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. 18 bassins versants, tous sont affranchis de la pauvreté. Nous avons terminé la soif. Nous sommes en très bonne voie sur la pauvreté. Mais il y a le secteur privé agrobusiness. Je vais vous dire, c'est très simple, l'agrobusiness. Je suis du métier, malheureusement, je souffre. 500 hectares, 80% de l'agriculture est assurée. Il a raison, l'Israélien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas 20 tonnes à l'hectare. Il fait 200 tonnes à l'hectare. C'est de la matière grise et du financement, comme il a dit, 50 millions de dollars. Ce n'est pas du jeu. Mesdames et messieurs, je ne vous décourage pas. Ne vous lancez pas dans l'agriculture de business si vous n'avez pas les moyens financiers et le capital d'expérience. Mais cette agriculture de lutte contre la pauvreté, elle va servir à quelque chose. Lorsqu'on fait des financements pour faire l'investissement direct étranger et l'investissement national avec l'appui de la Banque mondiale, l'agriculture à Djibouti est possible. La promotion du secteur privé peut subvenir d'ici 3 ans à 80% des légumes et fruits, comme l'Israélien il a dit. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier sur l'inclusion économique et la résilience des populations rurales. Merci. Autre actualité de ce journal, un atelier de consultation pour le développement et la mise en œuvre pour les services climatiques des agences nationaux de la météorologie des pays membres de l'IGAD et SADC s'est tenu le 6 et 8 décembre 2021 à Tulip Hotel au Zanzibar, Tanzanie. Cet atelier était conjointement organisé par Climate Research Africa, Banque mondiale, la Commission économique des Nations Unies, l'Organisation météorologique mondiale, le Centre de prévision et d'application de l'IGAD de Nairobi et le SADC. Les directeurs généraux des agences météorologiques nationaux des pays membres de l'IGAD et du SADC, les experts du climat et des différentes institutions des Nations Unies, ingénieur Mohamed Ismail Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, ingénieur Hussein Farah Adawe, ont représenté notre pays. Nombreux objectifs de cet atelier sont concrétisés tels que le développement et la mise en œuvre du cadre national des services climatiques, l'adaptation des changements climatiques et de la variabilité climatique, le renforcement des capacités et modernisation des équipements des agences, la satisfaction des besoins pour les usagers des informations météorologiques et climatiques, établir des conventions entre les agences nationaux de la météorologie et les différentes parties prenantes. La gestion des risques et des catastrophes également, l'environnement, l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'élevage, l'hydrologie, la santé, l'énergie, l'aéroport et aéroportière, l'aviation, les ports et enfin les médias.
Durant l'atelier, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, ingénieur Mohamed Ismail Nour, a présenté le plan stratégique de l'ANM 2021-2025 et le plan de financement. L'Agence nationale de la météorologie bénéficiera de l'Organisation météorologique mondiale, un grand projet en janvier 2022 pour la digitalisation du sauvetage des données météorologiques et climatologiques depuis 1901. À nos jours, elle obtiendra un projet en juin 2022 pour le renforcement des capacités en formant des spécialistes en changement climatique et modernisation des équipements sophistiqués de l'Agence nationale de la météorologie. Une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État et le poste de Djibouti a eu lieu ce matin au poste de signature. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bhanan Ali Bedel, et le directeur général de l'ANCI, Mustafa Mohamed Ismail. La Poste de Djibouti devient, par la taille de son réseau et de ses activités purement inclusives, le partenaire naturel de l'Agence nationale des systèmes d'information, coordinateur des actions de l'administration de l'État en matière des systèmes d'information. Une fois opérationnelle, la Maison du Citoyen offrira à tous les Djiboutiens la déconcentration des documents administratifs de l'État et de ses services publics. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consiste à la signature d'une convention de partenariat entre notre agence, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, et la Poste de Djibouti pour la mise en place d'un site pilote de centre de services aux citoyens. Comme vous le savez, le gouvernement est engagé dans la transformation numérique, laquelle ne peut se produire sans mettre les préoccupations des citoyens au cœur de cette transformation. Et c'est à ce titre, et dans le but de rapprocher l'administré à l'administration, que nous avons signé avec la Poste aujourd'hui une convention qui consiste à la délivrance des services public auprès des guichets de la Poste. C'est un partenariat stratégique, c'est un partenariat public. Notre vœu d'abord était de servir nos concitoyens, d'où le nom de Maison du Citoyen. Nous remercions infiniment, bien entendu, le ministère de l'économie numérique, chargé de la digitalisation, parce qu'ils nous ont envoyé une équipe très dynamique, qui nous ont soutenus dès le début. Nous remercions aussi la Banque mondiale à ce niveau, notre ministère de tutelle, qui n'a ménagé aucun effort, bien entendu, pour que la Poste puisse devenir une espèce de carrefour au niveau des services publics aux citoyens. Plus de 50 000 Djiboutiens passent tous les 2 ou 3 mois dans les bureaux de poste. C'est un chiffre qui montre que les postes deviennent un carrefour à tous les niveaux, que ce soit pour récupérer des colis, que ce soit pour de l'inclusion financière, de l'inclusion sociale. Et le digital fait partie de cette force-là. Et nous remercions fortement l'Agence des systèmes d'information pour nous avoir désignés comme partenaire stratégique et avoir choisi l'agence postale d'Anguela comme premier site pilote d'essai pour voir et pour bien mettre en place ce système et puis après aller vers plus d'agences. Une demi-heure de jeu, Thomas Müller a ouvert le score 1-0. Puis 10 minutes plus tard, le Roi Sané a fait le break 2-0. Alors qu'on s'attendait à un sursaut catalan pendant la deuxième période, les Bavarois ont par contre enfoncé le clou grâce à un but de Jamal Musiala. Score final 3-0. Une défaite qui condamne le FC Barcelone à l'Europa League car le club catalan termine en 3e position. Le FC Barcelone a été depuis 20 ans régulièrement qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions. La dernière élimination en phase de groupe date de la saison 2000-2001. Les Catalans avaient fini 3e du groupe H derrière l'AC Milan et Leeds. Nous allons commencer cette nouvelle phase en Ligue Europa avec beaucoup d'engagement, a promis l'entraîneur Xavi Hernandez. Pour l'ancien joueur du Barça, le temps est de se regarder dans le miroir pour corriger les failles au sein de l'équipe. Dans le groupe E, le Benfica a battu Kiev 2-0. Le club portugais est en 2e position derrière le Bayern et est qualifié pour les 8e de finale. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.